AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre l'impensable, nous allons revenir sur les suites des rapts de masse et des massacres du 7 octobre. Aujourd'hui, avec votre invité qu'on reçoit avec plaisir en exclusivité, il s'agit de Valérie Abékassi. C'est l'autrice de ce livre, Place des otages, qui paraît jeudi prochain aux éditions du Cerf. S'engager contre l'impensable, évidemment, cette cause vous tient plus que jamais à cœur, Muriel. Oui, depuis des mois, des semaines, des jours, j'oscille entre tristesse profonde et colère grandissante. Ce matin, il est temps de dire stop, ça suffit. Ce n'est pas simplement une expression de colère, mais le constat d'une réalité insupportable en France et dans le monde. Une situation qui ne peut plus durer. Dans notre pays, nous avons voté des lois, mis en place des cadres d'action, formé des milliers de personnes. Des années de réflexion, de consultation, de constats, de témoignages, et pourtant, rien ne change. Dans notre pays, 89% des auteurs de violences sont des hommes, 87% des victimes de violences sont des femmes. C'est tout le système qu'il faut revoir, de l'éducation au consentement. Où est le courage politique d'une telle décision ? Le procès de Mazan expose l'impensable. Un mari qui orchestre tranquillement ses crimes, qui convoque des dizaines d'hommes ordinaires, de tout âge, de toute profession, pour violer sa femme sous soumission chimique. Ce procès va-t-il enfin permettre de reconnaître la banalité du mal, la violence patriarcale ordinaire commise dans l'intimité du foyer? Il y a quelques jours, Rebecca Cheptegel, athlète olympique, a été brûlée vive sous les yeux de ses 2 enfants par un ex-petit ami. Son calvaire vient s'ajouter aux déjà 71 féminicides commis sur notre territoire cette année. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences. 60 millions de filles ne vont pas à l'école. Chaque année, 12 millions sont mariées de force. En Afghanistan, la situation des femmes s'est transformée en un cauchemar absolu. Privées de tous les droits, celui de travailler, d'étudier, de s'exprimer en public, de conduire, d'être seules dans la rue. Mariées de force dès 8 ans, quand elles ne sont pas violées ou lapidées pour un prétendu adultère. On ne doit plus voir leur visage, leurs mains, leurs chevilles. 28 millions de femmes et de filles qui vivent sous un régime d'apartheid de genre. Où sont les organisations internationales? Où sont les sanctions quand les talibans continuent de siéger au sein de ces mêmes organisations? Le 7 octobre, les femmes israéliennes ont été la cible de barbarie organisée, délibérée, systématique, torturées, violées, mutilées, assassinées. Il a fallu des mois pour que ces violences sexuelles soient enfin reconnues comme armes de guerre. En France et dans le monde, où a été la mobilisation contre ces atrocités? La disparition des femmes dans l'indifférence internationale n'est plus acceptable. Hommes et femmes, nous valons mieux que cela, bien mieux que cette complicité silencieuse. Ces violences ne sont pas des aberrations individuelles, elles sont le reflet d'un système qui dépossède les femmes de leur humanité. Comme Gisèle Pellicot, face à ces violeurs, le courage des femmes n'a pas de limite. Comme en Iran, où la liberté viendra de leur mobilisation collective inébranlable au péril de leur vie. Comme partout dans le monde, où un collectif international de femmes engagées, solidaires et surtout libres doit voir le jour. Je prends ce matin l'initiative d'appeler à cette mobilisation, peut-être la seule solution pour enfin changer la donne. S'engager contre l'impensable, on en parle avec votre invité, je le disais, on accueille avec plaisir Valérie Abékassi, bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Vous êtes l'autrice de ce livre, Place des otages, ça paraît jeudi prochain aux éditions du Cerf et vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Valérie, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Votre livre est un témoignage poignant sur les événements dramatiques, les massacres survenus le 7 octobre 2023 lors des attaques du Hamas contre Israël. Vous êtes, vous, immergé dans la douleur et l'espoir des familles des otages. Vous avez arpenté les lieux de massacre. Vous nous donnez à voir une société israélienne profondément fracturée mais solidaire. Vous qui vivez entre ces 2 pays, racontez-moi. Alors, je vis dans les 2 pays et je me suis retrouvée... déjà, je voulais vous dire bravo et merci pour ce que vous venez de dire sur les femmes. C'est crucial. Vraiment, ça me touche énormément pour nous toutes. À 6h30 du matin, moi, j'étais chez moi. J'habite dans le sud de Tel Aviv à ce moment-là et je suis avec ma petite fille. On est réveillés par une sirène. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas compris du tout. C'est ce que je raconte dans le livre. On est descendus mécaniquement toutes les 2. On a 1 minute 30 pour faire ça. On est allé au premier étage parce que j'ai pas d'abri. Je suis dans un immeuble un peu vétuste. On s'est mis au premier étage, elle et moi. On est remontés. 1 heure après, il y en avait une 2e, 3e. Ça n'a pas cessé. Donc, à partir de ce moment-là, je suis entrée dans une espèce de tunnel permanent, constant, de mort, d'alerte. Il y en avait
toutes les heures à Tel Aviv, dans tout le pays, plus de 3000 requêtes ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée dans cette espèce de tunnel de mort, d'enterrement. C'était voilà, quelque chose de vertigineux. Mais on était, comme il y a eu près de 60 points d'entrée dans le pays, quand les terroristes, il y a eu près de 3000 terroristes qui sont entrés dans 60 points du pays, dans tout le sud, avec des ailes volantes, avec des moyens extrêmement low-tech, vraiment des cisailles, des tracteurs, voilà. L'angoisse, c'était que tous ces gens, en plus des massacres qu'ils étaient en train de commettre, ils ont remonté vers le nord, vers Tel Aviv, ce qui fait qu'on est restés tous un peu cloîtrés entre le premier étage pour se mettre à l'abri et les appartements. Donc, quand j'ai vécu tout ça, je me suis dit, vraiment, plutôt que d'étouffer, le lendemain, j'ai commencé à aller sur le terrain, comme on dit, à voir. Et assez rapidement, la nécessité d'écrire, c'est-à-dire ça s'est mis au mois de novembre, je me suis dit, il faut que je sorte ça, il faut que je l'écrive, parce qu'il faut que je l'écrive pour y croire, tellement c'est impensable. Tout ce qu'on a vécu, c'est ce que je raconte dans le livre. D'ailleurs, vous dites c'est tellement impensable que la veille, j'étais en train de faire une émission de télé, parce que vous êtes journaliste, vous avez travaillé longtemps pour le journal Elle, et vous dites la veille, j'étais en train de faire une émission de télé sur un documentaire intitulé La Maison hantée, avec justement une victime des années 74. Et à la fin de cette émission, vous avez dit mais ça peut plus nous arriver, on est vraiment tranquille. Non mais c'est fou, on s'est tapé dans l'épaule. J'étais avec la réalisatrice du doc, avec une femme qui, en 74, a perdu sa maman et ses 2 frères. En 74, il y a eu une attaque dans le nord d'Israël. Des terroristes sont arrivés, ils voulaient tuer des enfants dans une école, l'école était fermée, alors ils ont été à côté dans un immeuble, ils ont tué 10 personnes, tac, 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 tac. Et moi, ce jour-là, on est le 6 octobre 2023, je suis avec cette réalisatrice et avec Iris qui avait perdu sa maman et ses 2 frères, et j'ai dit, comment on fait pour sourire, pour être jolie, pour être maquillée, pour parler de tout ça? On fait cette interview et on se tape dans le dos en disant, heureusement, on est protégé, on est voilà, vous êtes chez vous, on est chez nous, Israël, voilà. Et le lendemain matin à 6h30, tout a été pulvérisé. Vraiment, c'est 2 mondes qui se sont séparés, le monde d'avant le 7 octobre et le monde d'après le 7 octobre. Vous parlez d'ailleurs d'un nuage de mort qui est arrivé sur Tel Aviv. Vous dites que la ville est devenue silencieuse comme elle n'avait jamais été. Et tout d'un coup, toute la ville a été dans une stupéfaction profonde, plus un bruit. Plus un signe, plus rien. Et vous parlez aussi, alors évidemment, de l'attente quotidienne des familles d'otages, sur la place des otages, qui est le titre du livre, et du sentiment que les autorités et le Hamas sont venus aujourd'hui à négliger le sort des otages. Quel est votre sentiment sur ce sentiment d'abandon? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a affecté non seulement les familles, mais aussi la cohésion sociale d'Israël? Écoutez, ça s'est fait sur plusieurs mois. C'est-à-dire, au bout de 4-5 jours, un monsieur qui habite dans le sud, dans un kibboutz, il a mis sa chaise. Il s'est assis devant le ministère de la Défense de Tel Aviv. Il a dit, je ne bouge pas tant qu'on ne me rappelle pas ma femme et mes 3 enfants qui ont été capturés comme des bêtes un matin à 6h30. Voilà. À partir de là, tout s'est fédéré autour de lui et il y a eu ce qu'on appelle ce fameux mouvement des otages qui s'est ensuite structuré et qui s'est mis sur cette place des otages. Au tout début, il y avait une solidarité colossale. Ensuite, au fil des mois, il y a eu des dissensions. Au fil des mois, il y a eu des négociations. 246 personnes ont été traquées. Il y en a 110 qui ont été libérées. 2 vagues de négociations, avec 2 vagues de libération avec des négociations. Donc on s'est dit, c'est cher payé, c'est vrai, mais on fait en sorte, le cabinet de guerre fait en sorte de mettre les otages sur le premier plan. Ensuite, tout s'est enlisé. J'ai été plusieurs fois sur la place des otages et j'ai suivi ces négociations. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a envoyé le directeur du Mossad, Barnea, et le directeur de la CIA, Bill Burns, et les émissaires du Qatar, et les émissaires de la Jordanie, et les émissaires de l'Égypte, aller négocier à Doha et demander qu'on échange, on va dire, 50 terroristes palestiniens ou prisonniers palestiniens contre un civil, 50 contre un militaire, 40 contre un civil, peut-être qu'on échange un membre, un corps mort, peut-être, voilà. Et à chaque fois, ça a chopé, à chaque fois. Donc, je dis pas que tout le monde s'en fiche, c'est absolument pas vrai. Je dis juste que les négociations ont achoppé et on en arrive là. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, les morts qu'on a retrouvés tout dernièrement, les otages tués. Est-ce que ça ont été veut tués dire... à bout portant. Oui, et vous avez raison de le signaler. Mais est-ce que ça veut dire que le Hamas a renoncé à utiliser les otages comme monnaie d'échange? Qu'est-ce que ça veut dire du conflit aujourd'hui pour vous? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je suis pas spécialiste militaire, je suis pas une spécialiste politique, je suis une femme. J'ai écrit dans ce livre ce que je voyais.
côtoyais. Donc je décris vraiment la douleur, la situation, les rassemblements, ces familles qui vont aux portes de Gaza avec des haut-parleurs en disant « Idan, tu m'entends, c'est maman. Rachel, tu m'entends, c'est papa. On est là, on pense à toi. » Voilà, moi j'ai suivi ça et voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Je ne sais pas. J'ai pas un avis politique. Tout ce que je sais, c'est que le Hamas, en tuant à bout portant 6 otages, a considéré qu'ils n'avaient plus de valeur marchande. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à le comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu où est-ce qu'on les a retrouvés ? Le tunnel part d'une chambre d'enfant. Je le dis parce que, voilà, une chambre d'enfant. Il y a un tunnel qui descend, il y a 4 petites échelles de pompiers. Ensuite, vous avez un tunnel de 200 mètres carrés dans lequel on ne peut pas se tenir debout. Ils ont trouvé les 6 corps, là, abattus à bout portant. Pourquoi ils les ont tués ? Pourquoi ils n'avaient plus de valeur marchande. De valeur marchande. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est affreux de parler de quelqu'un comme ça. On parle de corps, de bouts de corps vivants, de corps morts. Voilà, contre. Vous savez, pardon, je dis juste, dans ce que demande le Hamas, moi, j'ai jamais entendu le Hamas, jamais. Vraiment, depuis que j'ai couvert cette épouvantable date, j'ai jamais entendu on veut de l'argent pour construire des écoles, on veut un État. Mais ils ont droit à un État, bien évidemment. Bon, j'ai pas entendu on veut libérer la Cisjordanie ou faire quelque chose à Gaza. Non, on veut récupérer des terroristes qui sont en prison. Alors dans votre livre, vous racontez, vous avez été partout, sur les lieux de massacre, dans les hôpitaux, dans les morgues, vous avez été confronté, vous le dites très très bien, à la peur collective, mais aussi à la solidarité. Puis vous évoquez une scène à l'aéroport qui, moi, m'a beaucoup touchée. Vous dites, à l'étage des départs, tous voulaient partir le plus vite possible. Il y avait une ambiance d'exode et j'ai décidé d'aller à l'étage des arrivées. Et à l'étage des arrivées, il y avait l'espoir, l'enthousiasme, avec tous ces réservistes israéliens qui revenaient en Israël, souriants, malgré la connaissance des dangers à venir. Ouais, c'était terrible cette scène parce que en fait au départ, comme tous les départs, surtout en situation de panique, on était au 3e, 4e jour, toutes les ambassades décident de trouver des avions pour exfiltrer leurs ressortissants. Donc on voyait des annulations, delay, des gens, des masses. Il y avait des Philippins, il y avait des Chinois, il y avait des Hollandais, il y avait des Français. C'était horrible, des gens qui voulaient pas forcément qu'on réponde à des questions, qui partaient un peu la tête basse. J'ai vu des orthodoxes avec le chapeau comme dans les documentaires et leurs femmes et les 6 gosses qui essayaient de repartir en eux. C'était un chaos absolu. Et en même temps, j'entendais des chants. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le pays est en deuil absolu. On n'arrête pas d'assister à des enterrements. Qu'est-ce que c'est que ces chants ? Et donc, je suis descendue aux arrivées. Et là, j'ai vu quelque chose, mais moi qui m'a fait pleurer. Parce que je savais que ces gosses allaient, sur le front, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une allée de jeunes gens qui chantaient, qui distribuaient des gâteaux avec des guitares et qui accueillaient tous ces gamins de 18 ans, de 19 ans qui avaient reçu ce qu'on appelle l'ordre de revenir tout de suite, tu rentres maintenant tout de suite, et qui arrivaient par tous leurs moyens, bronzés, avec la planche de surf, les cheveux longs, le bun sur la tête. Voilà, ils étaient applaudis. Moi, ça m'a pétrifiée. C'est ce que je raconte, ça m'a pétrifiée parce que je savais que ces gosses, 500 soldats et policiers sont morts depuis 7 octobre. Donc, je savais que ces gosses-là qui ont l'âge de mon fils, de nos fils, partaient pour des... Partaient. Ouais. L'ONU, après plusieurs mois, a fini par rédiger un rapport sur les atrocités commises à l'égard des femmes. La communauté internationale a mis du temps, mais elle a fini par reconnaître que les femmes ont été particulièrement visées dans cette attaque du 7 octobre. Cette reconnaissance, elle intervient tard. Cette reconnaissance des violences sexuelles, des viols, des tortures, des mutilations. Comment vous expliquez cette lenteur, je dirais même presque cette hésitation que l'on a eu tous à parler de ce qui s'est passé le 7 octobre vis-à-vis des femmes ? Écoutez, le livre raconte ce que j'ai vu. Donc je ne peux pas parler de cette aberration des féministes à l'étranger. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que assez rapidement, le Hamas a publié sur Telegram des vidéos. On a vu notamment la vidéo de Hamid Soussana, qui a été capturée, elle aussi traquée, mais comme on chasse un papillon, vraiment avec un filet comme ça. Elle se débat. Elle a 4 terroristes contre elle. Elle se débat. Et elle se débat. Finalement, ils la prennent, ils la mettent sur l'épaule et elle est embarquée à Gaza. C'est Hamid Soussana qui a parlé la première. Elle a donné une longue interview. Elle a expliqué que son geôlier l'a forcée, qu'elle a subi ce qu'elle a subi. Voilà. Assez rapidement, c'est venu en Israël, cette parole des femmes. À un moment donné, ils se disaient, mais si elles ont été violées, elles vont accoucher dans 9 mois. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elles vont avorter ? Qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Des questions se posaient comme ça qui étaient terribles. Et pendant ce temps, la Croix-Rouge, l'ONU, silence absolu. Donc,
Moi, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelle Céline Bardet, qui est une des premières à avoir monté une association pour dire que les femmes ne sont pas des armes de guerre. J'ai rencontré en Israël une femme qui s'appelle Orit Soulizahnou, qui a une association. Ces deux femmes-là, elle, française, et Orit, qui est israélienne, elles étaient déjà sur le terrain. Elles avaient vu. Et pendant ce temps, l'ONU se tait. Il a fallu 6 mois pour que Pramila Patten fasse son rapport et dise il y a de fortes, j'ai pas le terme exact, mais il y a de fortes convictions. Nous avons des convictions pour que non seulement ces femmes ont subi des choses atroces, mais que ça va continuer. Et parmi les otages qui ont été libérés, il y en a une qui a parlé il y a pas très longtemps, et elle a vu revenir des gamines, voilà, qui avaient été violées. Donc, moi, je comprends pas pourquoi les féministes en France, j'étais pas là, mais je ne comprends pas pourquoi elles se sont arrêtées. Nous, en Israël, quand j'y étais, c'était des manifestations tout le temps. On a manifesté en bas de la représentante de la Croix-Rouge à Jaffa. Tous les mardis soirs, des gens arrivaient avec des haut-parleurs pour crier en bas de chez elle. Je le raconte dans le livre. Elle peut plus sortir son chien, elle peut plus sortir tout court. Une fois par semaine, il y avait des manifestations devant le siège le bureau de l'ONU et voilà. Mais en France, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi le féminisme, l'intersectionnalité, comme on dit, pourquoi nos causes, vous avez fait un papier formidable en ouverture d'émission, pourquoi ça s'arrête? Je ne comprends pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications. Je ne comprends pas pourquoi, moi, qui me suis battue dans les années 80 pour tout le monde, pourquoi à un moment donné, en vieillissant, ces femmes-là, ces anciennes 68ards, pourquoi elles se sont arrêtées? On comprend votre émotion et vous m'avez dit quelque chose de très poignant. Vous m'avez dit, je me demande ce que le 7 octobre a fait, le 7 octobre a fait de moi. Je suis étouffée par le désespoir existentiel. Mon cerveau n'a plus de place pour la compassion. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de compassion non plus pour les milliers de pertes humaines à Gaza? Quand j'ai écrit le livre et que j'ai été à Netiv à Hassara où les terroristes sont arrivés en aile volante, je voyais, vraiment, je voyais les fumées, les bombes, je voyais la guerre. J'ai assisté à la libération des otages dans un kibboutz, pas du tout, dans un hôtel qui abritait ce qu'on appelle les déplacés. Donc tous les gens qui habitent dans les kibboutz étaient dans cet hôtel. Donc voilà, je décris la scène, vraiment, il faut le lire pour comprendre. Donc on a assisté à ces libérations-là. Je n'ai vu que le côté israélien, comme l'ensemble d'Israël n'a vu que le côté israélien, parce qu'on n'avait pas de place. Moi, je suis quelqu'un qui a milité, je suis quelqu'un qui, politiquement, en Israël, a été dans un bord qui est vraiment loin du gouvernement actuel, vraiment très, très loin. On a tous milité, on est tous pour la solution à 2 États, enfin, tous, une partie, vous comprenez? Oui. Donc, mais là, voilà, je vous le dis, à ce moment-là, quand j'ai écrit le livre, je ne peux pas penser, je n'arrivais pas à penser, je n'avais pas de place. Il se trouve que maintenant je suis en France, donc je vois les choses un petit peu autrement. Évidemment qu'il y a une douleur épouvantable. On peut être pro-palestinien, bien évidemment qu'il faut être pro-palestinien, bien évidemment que ces gens ont droit à un État, mais c'est une évidence, mais il ne faut pas manquer d'empathie. Donc à chaque fois qu'on voit dans les manifestations un drapeau, moi je voudrais qu'on voit aussi libérer les otages, c'est tout. Juste libérer les otages, parce qu'au moment où on vous parle, il y a encore une centaine de personnes mortes ou vivantes. Un petit garçon qui s'appelle Kfir Bibas, qui a fêté ses 5 ans, un petit rouquin qui a été attrapé avec sa mère et son frère, qui sont encore dans des tunnels. Voilà, c'est tout. Et puis surtout, il ne faut pas comparer, enfin c'est pas... Je commence à avoir de la place parce que je suis ici, mais en Israël, c'était compliqué. C'était compliqué. Eh bien, pour nous qui n'y étions pas, Place des otages va peut-être nous permettre de garder en tête au moins le souvenir ou le nom d'un otage. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre dès le 26 dans toutes les librairies. Place des otages aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Qui paraît jeudi soir, signé de notre invité Valérie Abékassi. Merci à vous. Non, merci à tous les deux. Et merci. à bientôt en tout cas sur Sud Radio. Merci Muriel, on vous retrouve dimanche prochain. Merci Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.